Bonjour à tous, bienvenue au Plexcom, podcast de l'équipe Multiprêt Commercial. Mon nom est Frédéric Brodeur, courtier hypothécaire commercial. Je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Peter Quinn et Jean-Luc Dion, également deux courtiers hypothécaires commercial. Aujourd'hui, on parle financement de construction. Écoutez les gars, je pense que il y a toujours des projets de construction qui poussent partout, mais il existe tellement de façons de financer notre construction, que ce soit conventionnel, SCHL, APH. Il n'y en a aucun qui ont les mêmes règles. C'est pas les mêmes financements, c'est pas les mêmes besoins, etc. Puis, construction, on a besoin de beaucoup plus de documentation quand même. C'est ce qu'on veut démystifier aujourd'hui. Fait qu'écoute, si on commence justement un peu, c'est quoi qu'on a besoin de plus en termes de documentation ou de préparatifs qu'on a besoin pour une construction versus un financement d'un immeuble qui existe déjà? OK, on a besoin des plans. Ouais, Ça commence avec ça parce que l'immeuble n'existe pas en construction. exactement. Quand on commence avec une analyse préliminaire, puis Peter, tu renchériras, mais moi, ce que je demande, tu sais, souvent, c'est un projet qui est bébé, là, on n'a rien, fait qu'il y a un terrain qui est prospecté, il y a une construction qui s'en vient, et la clé que je demande tout le temps, parce que les clients me demandent toujours, ouais, je paye-tu mon terrain cher? Attends, c'est quoi ton output de loyer? Comment tu peux louer Absolument, ça? Tout part de là. Puis tu sais, pour l'analyse préliminaire de nos clients premiers, souvent, ils sont pas prêts à construire encore. Ils connaissent pas nécessairement tous leurs coûts. Moi, je demande toujours deux infos à nos clients. Approximativement, la porte, combien ça va te coûter, terrain, bâtisse, autocotisation, Tout inclus. ton café que tu payes chez Tim Hortons à tous les matins pour te rendre au chantier fait partie de tes coûts. Donc, tu me dis que ça va te coûter 250 000 la porte, parfait. Tu vas louer combien en moyenne? 1500 par mois, parfait. Moi, je suis capable avec 250 000 la porte d'extrapoler ton coût rapidement, c'est simple. Puis avec 1500 par mois par appartement, je peux extrapoler une valeur économique. Tu estimes tes dépenses. Exact. Et oui, on n'a pas le choix. On va estimer les dépenses, on va prendre 1% des taxes municipales scolaires, 500 pièces d'électricité, par appartement, si jamais il y a un souterrain, des choses comme ça, 500 pièces d'assurance par appartement. Tu sais, on va extrapoler un peu, puis on va se donner une idée. Puis, tu sais, si tu me dis que ça va te coûter 3 millions, puis que j'arrive à une valeur économique de 2 millions, c'est soit que ça te coûte trop cher, soit tes revenus sont pas alignés. Oui. Et on va aligner le projet avec le client avant de lui transmettre cette fameuse liste de documents dont on a besoin. Je veux dire que ça commence pas mal par là. Fait que c'est d'arriver où est-ce que notre valeur économique jumelle le coût d'achat autant que possible, sinon le client a plus de liquidité, ou comme Peter dit, son projet coûte trop cher. Je dirais que c'est pas mal. Fait que dans la documentation, évidemment, il y a l'évaluation marchande qu'on va demander en cours de route sur plan. Il y a l'évaluation des coûts du projet par un consultant en coût qu'on va avoir de besoin. Ça, c'est important. Parce que les gens pensent qu'on n'a pas besoin tout le temps ou que soit, mais là, avec la SCHL, de plus en plus, c'est demandé aujourd'hui. Donc, puis je pense que même pour un client, ça vaut la peine de le faire juste pour se sécuriser dans ses coûts. Tout à fait. Aussi, je suis dans le champ ou je suis pas dans le champ? Les clients souvent oublient qu'il y a les frais de financement, il y a les frais des autres professionnels qui n'ont pas vu, nos honoraires à nous. Il y a plein de choses qui n'évaluent pas. L'autocotisation, effectivement, les gens n'y pensent pas. Donc, consultant en coût, évaluation marchande, consultant en coût, évaluation environnementale. Hein, c'est le fun de le savoir avant de construire qu'après. Quand c'est contaminé ou pas. Oh, mais quand pas, ta banque va te le rappeler. Effectivement, mais le courtier hypothécaire va le rappeler avant la banque, bien évidemment. Exact. C'est sûr. Et après ça, ben, comme tu l'as dit, là, les plans, les devis, on va avoir besoin quand même d'une bonne liste de documents. Puis du côté de l'individu, évidemment, on va aller valider quoi? Avant même de vérifier s'il y a le cash puis la mise de fonds, on va y poser la question, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Oui, c'est quoi ton expérience de construction? Oui. Quelqu'un, même un entrepreneur qui a toujours construit des maisons, aujourd'hui, tu arrives avec un projet de 32 logements. Penses-tu que ça va être faisable? C'est pas si évident. Puis on le vit en ce moment. J'ai un client qui a toujours construit des 6-plex puis des 12-plex. Là, il en construit un 48. On a subi un blocage d'expérience avec la SCHL. Ah oui? Parce qu'on a un stationnement souterrain puis qu'on a une partie de la structure qui est en béton, c'est carrément plus le même type d'immeuble, c'est du 4 étages, c'est plus du 2 étages et demi comme il se faisait. Donc, tout d'un coup, mon client qu'on a jugé expérimenté parce qu'il y a quand même 84 portes, face à la SCHL, se retrouve comme un newbie. Alors, le qu'est-ce que tu connais là-dedans est super important. Tout à fait. Mais on a les deux types de clients, par contre.
On a les clients qui vont bâtir eux-mêmes, puis on a les clients aussi qui vont bâtir entrepreneurs. Clé en main, maintenant. Clé en main. Ou Fait que cost plus. C'est sûr que dans ce cas-là, il faut quand même démontrer l'expérience. Dans nos relevés, il faut démontrer l'expérience du contracteur qui est le sous-traitant, qui est le maître d'œuvre du projet. Parce que la SCHL, c'est un point qu'elle va valider beaucoup, c'est quoi l'expérience. Puis amène une nouvelle notion qu'on apprend là-dedans, qui est le cautionnement de chantier. Je sais pas si tu veux l'expliquer un peu, Peter. Ce qu'on appelle le fameux bon d'exécution, le bon de cautionnement. Oui. Alors, dans le fond, ça vient protéger 50% des matériaux, 50% de la main-d'œuvre. Puis, dans le fond, c'est pour faire face à une éventuelle faillite, soit du constructeur qu'on a engagé pour faire les travaux, soit de notre propre client. Pas se retrouver avec un immeuble à moitié construit, le constructeur fait faillite et là, il faut le finir. C'est comme une assurance. C'est une assurance, ça vient protéger quand même pour la reprise des travaux par une tierce personne. Exact. Puis cette fameuse cautionnement-là, on peut demander une dispense à la SCHL ou non. Donc, si l'expérience de l'entrepreneur est démontrée, on démontre un bon CV, puis tout ça, ils vont nous le dispenser. Si par contre c'est requis, ce qui arrive dans des plus gros projets souvent, ben là, c'est un coût supplémentaire dans ces soft costs que l'entrepreneur, puis ça peut aller assez vite. C'est plusieurs dizaines et des fois centaines de milliers de dollars. Effectivement, ça fait que ça peut monter effectivement dans les 100 000 assez vite, ce type de projet-là. Ça, je te dirais que c'est un peu la mécanique. Tu sais, fait que Peter expliquait que... Il y a la mise de fonds, bien évidemment. Ben, on va le vérifier. Tout ce qui est soft cost, Peter en parlait tantôt, mais on a soft cost, hard cost terrain. C'est ce qu'on calcule quand on calcule une construction. Mais soft cost, bon, tous les frais d'évaluation, tous les rapports environnementaux, le rapport de coût, les frais financiers, les intérêts de bridge sont finançables dans une construction. Des fois, les gens le savent pas. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans une construction, tant que la bâtisse est pas levée, le prêt n'est pas fermé à la SCHL, ce qu'on appelle dans le fond un bridge, un peu en bonnement, ou un prêt-pont en français. Exact. Non, effectivement. Je vais te faire un prêt-pont sur ta construction. Non, ton bridge qui t'amène, qui est à taux variable, ben c'est cette portion d'intérêt-là est admissible dans tes coûts de projet, dans le fond, qui vont être faits. Fait qu'on en prend l'ensemble de tes coûts, ton terrain, ton autocotisation. Merci de nous avoir parlé parce que c'est tellement un facteur important, oublié dans la construction. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Qui est tellement peu compris en plus. Oui, parce que les gens pensent qu'ils font une construction puis ils récupèrent les taxes. Oui. Alors, non. Ben, si tu le vends, oui, peut-être tu peux faire ça. Oui. Mais si tu le gardes, il faut que tu t'autocotises. Et les gens savent pas, mais l'autocotisation, parce que des fois, ils sont tout contents, ils nous arrivent. Hey, écoute, ma bâtisse coûte 3 millions, le rapport d'évaluation est sorti à 3,5. T'es-tu capable de chercher 95% de 3,5? Non, mais le gouvernement va te taxer sur 3,5 millions d'autocotisation. Fait que ça, c'est en tout cas, on en parlait dans les légendes urbaines. Donc, c'est des choses qui arrivent. Fait que quand on a tout ça, ben là, on part notre projet de construction, on a tous nos coûts, je pense que j'ai rien oublié. Puis là, on part en chemin. Mais là, il y a les déboursés, c'est une autre mécanique. Oui, effectivement. Attends une minute. Là. Moi, là, j'ai 5% de mise de fonds. Là. Oui, c'est ça. Ah, je suis correct? C'est ça. Parce que je pense qu'on peut construire à 95% des coûts. fait que tu sais, ça me coûte 2 millions. J'ai 100 000, Jean-Luc. J'ai 100 000. Ouais. Mais j'ai rien que 100 000. Mais je suis correct, je l'ai. D'un point de vue correct, oui, tu l'as. Oui. D'un point de vue correct, tu l'as. Mais fort probablement que le prêteur va te dire il va en manquer. Ben, c'est exactement ça. Parce que quand on fait une construction, ce que les gens pensent pas, si tu achètes un immeuble, tu vas mettre 5% de mise de fonds. Mais une construction, il y a de l'imprévu, là. Il y a de l'imprévu. Oui, mais je l'ai prévu dans ma contingence. Oui, c'est gentil, parce que ça aussi, c'est un autre coup qu'on avait oublié. De raison, la contingence, il faut mettre une contingence minimum 5% avec la CHL. Donc, quand j'arrive, ton rapport d'évaluation, tu le payes avec ton argent. Ton rapport d'efficacité énergétique, tu vas le payer avec ton argent. Tes frais des CHL, tu vas le payer avec ton argent. Ton terrain, souvent, tu vas le payer avec ton argent. Mais idéalement, quasiment, tu vas le payer cash. Ça constitue souvent ta mise de fonds, ton terrain. Exact, on le souffle. Quand quelqu'un veut te demander de financer un terrain, tu réponds quoi? Ben, écoute, ça veut pas dire qu'on peut pas le financer, le terrain. T'sais, normalement, un terrain vacant, on va avoir un financement assez rapidement à 50%. Puis si le terrain lui-même a quand même une très bonne valeur puis que j'ai une très bonne équité dessus, peut-être que même en mettant 50% pour t'aider à payer tes frais de démarrage, j'ai peut-être encore assez d'équité quand même. Mais en général, on financera pas le terrain étant donné que c'est ta mise de fonds. Par contre, si tu achètes un méga gros terrain sur lequel tu vas faire de la lotification puis qu'il y a des nouveaux lots, puis que tu vas construire 10 immeubles, là,
tu vas avoir besoin que je te finance une Exact. partie du terrain, puis je vais aller te chercher 50% de la valeur de ton terrain pour t'aider à dégager les fonds pour ton démarrage parce que tu vas certainement avoir au début à passer les égouts, peut-être les rues, ces choses-là. Tu sais, tu vas avoir des gros frais au départ. Alors, ça peut aider, mais en général, un immeuble, un terrain, c'est assez rare qu'on va aller chercher un financement là-dessus. Fait que pour en revenir à ton 5% de mise de fonds, fait qu'effectivement, souvent, le terrain peut être ton 5% de mise de fonds qui est mis là-dessus. Cependant, toutes les autres frais, tes soft costs, il faut que tu avances. Tu n'auras pas ton premier déboursé tant que la bâtisse n'est pas commencée. Il faut que la bâtisse soit commencée. On oublie les dépôts, on oublie les que tu as donnés pour ton gars d'armoire ou quoi que ce soit, c'est pas finançable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de débourser quand la bâtisse, c'est que souvent qui arrive souvent, quand quasiment la toiture est quasiment à 1000. C'est ça. Souvent, La 20, coquille. 30%. Tu peux le demander quand tu veux, Oui, théoriquement, mais souvent, les gens vont entendre là, mais hey, payer ton gars d'excavation, payer ton premier plombier pour tes sous-œuvres, ta fondation, ben, ça prend des sous. Ça arrive des fois que les sous-traitants te le donnent un peu de lousse quand même, là, puis ils l'absorbent de leur côté. Oui, mais quand faut même, l'entendre, c'est pas mais toujours le cas. Si tu veux bien dormir la nuit, Oui, tu avais juste ton 5% qui est déjà dans le projet, tu n'as pas de liquidité pour les payer, ça peut crier vite. Là, ben, absolument. ça peut crier Fait, vite. fait que ça prend prend des quand même des liquidités liquidités de pour le plus faire. faire face. Même si théoriquement c'est 5%, on se dirait quoi? Il te faut plus comme 15 à 20 quasiment. Moi, personnellement, puis toi, tu me diras, mais moi, je dis toujours à mes clients, si tu veux bien dormir, essaye d'avoir entre 20 et 25%. Ça peut être du liquide. Là. Oui. Non, Ça exact. peut être des marges de crédit, quoi. Oui. Mais essaye d'avoir un 20-25% du projet, tu vas bien dormir. Tu as besoin de quelque chose que tu peux tirer vite. Faut pas non plus que ça soit de l'équité, ça va être trop long à refinancer. Il faut que Absolument. 48 heures, c'est là. On n'a pas parlé, mais il y a les retenues aussi. Oui, Quand les ils 10%. ils Oui, mais les obtiennent revenus de 10%, ça va être nos sous-traitants qui vont supporter ça. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, non. Ça dépend de l'expérience voilà. du contracteur. Et voilà. Exact. Parce que j'ai vu des contracteurs qui ne l'avaient pas négocié. Oui, absolument. Absolument. OK. Fait que dans le fond, tu sais, puis dis-moi, au niveau déboursé progressif, comment ça va marcher avec la banque? C'est quand Qu'est-ce que même la une banque a mécanique besoin? qui est importante, ce que tu expliques là, parce que les gens trouvent ça long, surtout le premier. Pourquoi le premier? Oui. Parce que effectivement, ben, on a besoin d'un rapport d'avancement d'un architecte qui a dit, ben, écoute, le projet est rendu à 22%. Ensuite de ça, j'ai besoin du contrôleur des coûts. Ben, écoute, 22% de, je sais pas, moi, ça coûtait 2 millions. Ben, on est bien rendu à 400 000 de coûts. Faut tout envoyer ça à la banque. Et la SCHL, justement. Confirmation aussi, si tu as eu des quittances partielles ou finales, il faut tes fournir. Exactement. Oui, par rapport à tes sous-traitants, tu as tout à fait raison. Fait qu'on envoie tout ça à la banque. Mais la banque, elle a un peu de travail à faire. Il faut qu'elle retourne ça à la SCHL pour l'autorisation du premier déboursé. Et le dernier? Et le dernier, le 2, 3, 4, ça, C'est juste le prêteur. Ouais. Mais le premier et le dernier, la SCHL, donc des délais. Fait que toi, si tu as calé ça, puis tu penses être capable de payer tes fournisseurs La semaine prochaine. Tu veux les caler le lundi, il y a des nouvelles pour toi, mon ami. Ça peut être un peu plus long. Encore plus le fameux coussin que je parlais de tantôt. On peut s'attendre à combien de délais, justement? Un mois? Non, c'est moins long que ça. Dans le fond, premier déboursé peut prendre une semaine à peu près. Mais les déboursés suivants, habituellement, 48 heures. Okay. Encore là, ça dépend du choix de l'institution financière. Et c'est le rôle de ton courtier hypothécaire de t'emmener là où tu vas être le mieux servi au niveau de ta construction. Puis l'autre chose aussi qui est super importante, en construction, tu sais, tu as le prêteur qui va te construire, mais il faut aussi faire attention au prêteur qui va te faire le long terme. Le take-out. Qui est le take-out à la fin, parce que tu peux décider de te construire avec la banque X qui va t'obliger à rester avec elle à la fin et qui va te facturer un taux de l'enfer à long terme. Et là, tu n'as rien gagné. Donc, notre travail comme courtier hypothécaire, c'est de construire, mais de sélectionner la bonne banque et négocier tout de suite les conditions à long terme de cette institution financière-là, ou à la limite de transiger avec une banque qui va accepter de me construire, puis qui va accepter que je la quitte après pour aller vers un autre prêteur plus intéressant pour la partie long terme. On a des options comme ça. Puis on a des options comme ça, effectivement. Puis, tu sais, chez Multiprêt Commercial, là, dans la dernière année, là, grosso modo, je regardais, on est à peu près à 1000 portes construites environ. On a fait énormément de construction. C'est clair qu'on connaît les ressources pour aider nos contracteurs à livrer leurs projets dans les temps, puis le plus possible avec les meilleures conditions sur le marché. Là. Puis je lance ça comme ça, parce qu'on parle, SCHL, bridge, etc. Y a-t-il moyen de se financer autrement que par un bridge de construction avec un prêteur traditionnel? Absolument. Oui. C'est juste que c'était la stratégie qu'on faisait avant la hausse des taux. On faisait un bridge conventionnel à 75% des coûts.
Puis on faisait ce qu'on appelle le take-out SCHL Ouais. par achèvement par la suite. Fait que c'est comme si on faisait 2 fois le dossier. Mais avec la hausse des taux, ce genre de financement-là donne du 50. C'est plus 75. Fait que le gars a beaucoup de liquidité à démontrer, qui fait que Ouais. c'est plus intéressant d'aller vers l'APH, surtout l'APH. Ouais. Le CHL Ouais. standard est un petit peu plus compliqué, mais surtout vers l'APH qui est un petit peu moins lourd à faire. Fait que c'est pour ça que présentement on est là, les taux baissent. Par Peut-être contre, qu'on on va peut revenir. utiliser les services d'un prêteur privé Tout à fait. Parce Oui. que là, tu vas être à 75% des coûts, mais avec un taux. avec un taux Effectivement. d'intérêt de minimum 12 à 14%. Donc, Oui. tu sais, Plus les frais de dossier. tu On vas, l'envoie, là, tu vas retarder le plus possible tes déboursés parce que là, ça te coûte la totale. Mais en même temps, est-ce que ça apporte plus de flexibilité des fois qu'un bridge? C'est plus rapide? C'est plus rapide. Oui. C'est sûr que c'est plus rapide. C'est moins de paperasse. C'est beaucoup plus efficace. C'est juste c'est plus cher. Fait que ça dépend Oui. de la vitesse du contracteur ou de l'emprunteur comment il veut aller. Par contre, avec le programme APH, tu n'auras pas nécessairement plus de financement avec le prêt de construction qu'avec le prêt à la fin parce que quand tu t'en vas en prêt à l'achèvement, tu dois démontrer combien ton immeuble t'a coûté, puis tu vas avoir un financement maximum à 95% de la plus petite des 3 valeurs, ce que tu aurais eu au début de toute façon. Oui. Donc, tu sais, de ne pas passer par le programme de construction SCHL APH, il n'y a pas grand gain à pas utiliser tout de suite ce programme-là Je suis pour aller de d'accord. l'avant. là. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Je veux dire, c'est pas mal ça. Écoute, j'ai oublié quelque chose, bien sûr, il y aurait l'autocotisation, la finalité du projet, quand est-ce que tu dois faire, à quel moment tu dois faire, je voyais une formation cette semaine, mais quand il paraît que ton bâtiment est avancé à 90%, puis il y avait un autre déclic, tu dois commencer déjà à faire ta demande d'autocotisation. Absolument. C'est ton premier locataire à entrer aussi. Ça, c'est en lien avec le premier locataire. On va souvent se faire demander aussi, dans le programme SCHL, plus précisément, qu'à la fin de la construction, ça va nous prendre une confirmation de fin des travaux à 100%. Évidemment, ça va nous prendre une confirmation de l'architecte ou l'ingénieur à l'effet que l'immeuble a été construit selon les plans et devis en conformité du code du bâtiment. Et ça, il va falloir qu'on valide aussi la signature des baux avec les revenus minimums qu'on avait prédits au départ. Donc, il y a beaucoup de validations qu'on va devoir obtenir à la fin de la construction pour accéder au prêt total, au final. Tout à fait. Donc, quand on le prévoit déjà à l'avance, on n'a pas de surprise à la fin parce qu'on avait des clients qui nous disaient « Ma banque m'a pas dit que j'avais besoin d'un architecte à la fin pour confirmer la validité des travaux. Puis là, mes murs sont fermés puis ils veulent pas me confirmer que tout est beau puis tout a été construit selon les règles de l'art. » Alors, souvent, on va déjà d'emblée au début d'un projet dire à nos clients ce qu'il va avoir besoin à la fin pour se préparer en conséquence. C'est ça. Puis, techniquement, à la fin, ben, tu as un 35 jours d'attente pour les fameuses hypothèques légales. Oui. Donc, quand les hypothèques légales n'ont pas été publiées, on ne veut pas, tout le monde est équitancé, ben là, le dernier 10% va être, si toute la documentation est conforme, la SCH va leur passer dessus, le dernier 10% va être remis. D'où l'importance de quand même avoir les reins un peu solides au début. Oui. Pour pouvoir financer toute la construction au complet et surtout dormir tranquille sur ces 2 oreilles. Je vois des fois en pression parce qu'ils n'ont pas beaucoup de liquidité. Puis ça court après toi, ça te met de la pression. Quand est-ce que je vais avoir mon argent? Quand je vais avoir mon argent? Les hypothèques légales s'inscrivent. C'est pas tout le temps drôle. De plus en plus de prêteurs checkent la capacité de réinjection. Oui. Il y a des prêteurs qui, s'il n'y a pas vraiment, oui, il y a son 5%, il y a un petit peu. S'il n'y a pas plus, il va dire non. Même si peut-être la ICHL te dit oui. Effectivement. Au final, c'est presque le prêteur qui a le dernier mot, à vrai dire, là-dessus. Là. Absolument. Hey, ben les boys, on a passé à travers notre sujet de construction. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter nos courtiers au www.multi-plex.ca. Merci beaucoup et bonne fin de journée.